Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Messieurs, c'est à vous. Heureux de vous accueillir. Bonjour Manuel Valls. Bonjour Jean-Pierre Merci Elkabbach. d'être là. Le président de la République rentre de Centrafrique. Pourquoi prend-il tant de risques? Pourquoi met-il en danger et la France et lui-même? Pourquoi? Mais la France a un rôle à jouer. Elle a une mission à accomplir. Cette mission, le président de la République l'a dit hier à Bangui, c'est une mission dangereuse, mais indispensable pour éviter un carnage, car les massacres avaient commencé déjà depuis quelques jours. Les mêmes qui aujourd'hui s'interrogent et critiquent l'intervention de la France auraient été les mêmes, à juste titre, qui auraient critiqué la passivité de la France. Mais est-ce que l'opération n'est pas mal engagée déjà? Écoutez, au bout de quelques jours d'intervention, alors que la mission, et encore aujourd'hui, sera de sécuriser Bangui et de désarmer les groupes, cette mission, elle est en cours. Faisons confiance au professionnalisme de nos soldats et ayons de toute façon une pensée pour eux qui aujourd'hui combattent, font un travail particulièrement difficile alors qu'ils ont perdu deux des leurs hier. Ministre de l'Intérieur, est-ce que vous pouvez nous dire si toutes les milices surarmées fanatisées qui sont en ce moment à Bangui, au Mali ou dans d'autres pays africains ne confirment pas la montée d'un islamisme radical prêt à tout en Afrique? Non, il y a un danger lié à l'islamisme radical en Afrique. Ce qui a justifié l'intervention de la France au Mali, qui était en train de basculer, qui pouvait devenir un État terroriste. Ce sujet a été abordé à l'occasion du sommet entre la France et les pays africains il y a quelques jours. Je me suis rendu moi-même en Afrique il y a quelques semaines. Donc vous confirmez? Pour mettre en œuvre les dispositifs nécessaires, notamment en matière de renseignement et de formation pour lutter contre le terrorisme. Ce qui est en jeu en Centrafrique est d'une autre nature. C'est l'implosion d'un État, c'est le risque de massacre, c'est le danger évidemment humanitaire qui est en question, et ce sont ces milices et ces massacres en cours depuis plusieurs semaines. Je vous rappelle que la France a alerté la communauté internationale cet été, puisque les ONG avaient fait part de leur très grande inquiétude. Le président de la République, Américains regardent de l'autre côté, le président de la République s'est adressé aux Nations Unies en septembre, et la diplomatie française avec le président de la République et Laurent Fabius ont fait en sorte qu'il y ait une résolution du Conseil de sécurité à l'unanimité, ce qui permet cette intervention de la France qui devra passer le relais à une force africaine. Est-ce que ça ne nous expose pas plus que d'autres à des représailles djihadistes? La France est un grand pays qui est une puissance politique, diplomatique, militaire, économique, qui a donc un rôle à jouer. Nous sommes déjà exposés depuis des années à une menace. Et ça n'est pas en restant chez nous, en ne faisant rien, qu'on combat le terrorisme. L'engagement contre le terrorisme est un engagement qui nécessite des interventions. Mais encore une fois, cette intervention est d'une autre nature. Il s'agissait d'éviter un véritable massacre, un bain de sang qui avait commencé. Le président de la République a eu raison à l'occasion de ce déplacement fort pour nos armées, courageux. Il est le chef de l'État, il est le chef des armées, il est pleinement dans son rôle. Et moi je souhaite, je le dis parce que nous vivons dans un moment de doute, d'interrogation permanente, que la nation se rassemble dans ces moments-là, autour du président de la République, autour de nos armées. Ce n'est pas une petite opération politique qui est en cours, c'est l'intervention de nos soldats aujourd'hui en Centrafrique. En France, vous venez de créer 16 nouvelles zones de sécurité prioritaires, ça fait au total 80. Est-ce que c'est-à-dire que vous allez donner des hommes et des moyens supplémentaires si vous avez de l'argent pour ça? Mais c'est ce que nous avons fait. Jean-Pierre Elkabbach, entre 2007 et 2012, c'est 13 700 postes de policiers et de gendarmes qui ont été supprimés. Ce gouvernement, qui fait de la sécurité une priorité, a décidé de remplacer tous les départs à la retraite et de créer tous les ans 400 à 500 postes de policiers et de gendarmes supplémentaires. Alors que le budget du ministère de l'Intérieur, et notamment des forces de sécurité, était en baisse constante de 18% au cours des dernières années, ce budget est en augmentation. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous a pas échappé. Le maire d'une petite commune d'Isère vient de voter une subvention pour payer l'essence à ses gendarmes. Écoutez, et on est en train déjà de toucher le budget de 2014. Nous avons débloqué encore 131 millions d'euros il y a quelques jours pour permettre précisément aux gendarmes et aux policiers d'avoir les budgets de fonctionnement nécessaires. Nous sommes dans un moment difficile sur le plan budgétaire. Je fais remarquer que le ministère de l'Intérieur est un budget prioritaire et qui a les moyens pour mener ses missions.
C'est-à-dire que la France tout entière est en train de devenir une zone de sécurité. Est-ce que ça veut dire que bientôt tout le territoire sera atteint et gangréné? Il n'y a que des priorités? Non, les zones de sécurité, il n'y a pas 80 villes, Jean-Pierre Elkabbach. Il y a des territoires qui nécessitent une intervention. C'est la délinquance qui gagne? La délinquance, elle est présente dans les territoires urbains comme dans les territoires ruraux. Et cela nécessite une nouvelle méthode, une meilleure coordination entre les forces de l'ordre et la justice, des moyens supplémentaires, souvent en lien avec les municipalités, pour s'attaquer aux phénomènes de délinquance là où ils sont les plus enracinés, c'est-à-dire les violences contre les personnes, les trafics de drogue et d'armes, les cambriolages, bref, nous nous attaquons aux causes mêmes de la délinquance. Et si nous avons la possibilité d'avoir des zones de sécurité prioritaires de nouveau, c'est parce que nous avons davantage de moyens pour nous attaquer à ces phénomènes de délinquance. C'est qui l'ennemi de l'intérieur? Contre qui? Mais contre tous ceux qui, aujourd'hui, s'en prennent à l'autorité de l'État. C'est notamment les réseaux de trafiquants de drogue, c'est ces réseaux de cambriolage qui, dans les territoires urbains, mais surtout dans les territoires ruraux, sèment la terreur. Et c'est évidemment aussi à Paris, où nous allons créer une 3e zone de sécurité prioritaire, à la demande de Bertrand Delanoë et de Anne Hidalgo, dans le 20e arrondissement, parce qu'il y a besoin de ces moyens supplémentaires. On va voir un certain nombre de questions auxquelles on va essayer de répondre de manière rapidement. Le discours en matière de lutte contre la délinquance, pour la sécurité de nos compatriotes, il s'illustre ici avec des faits concrets, des moyens supplémentaires, des zones de sécurité prioritaire, alors que dans les zones de sécurité prioritaire que nous avons créées, nous obtenons déjà des résultats et que la délinquance baisse. Et c'est aussi ce message de confiance que je veux faire passer. Alain Acco, qui est le spécialiste d'Europe 1, me signale que la chambre criminelle de la Cour de cassation vient d'interdire toute géolocalisation si elle n'est pas validée par un juge d'instruction. Des dizaines d'enquêtes sont en ce moment bloquées ou paralysées. Qu'est-ce que vous décidez? Un texte va être présenté dans quelques jours au Conseil des ministres, soumis au début de l'année au Parlement pour faire face à ce vide juridique suite à la décision de la Cour de cassation. Parce qu'en effet, Alain Acco et vous-même, vous avez raison, il faut les moyens aux policiers et aux gendarmes pour lutter contre le crime organisé. Et nous avons besoin donc de ces balises, de la géolocalisation dans le cadre de notre droit pour combattre le crime. Selon Mediapart, le logiciel de géolocalisation Pergame, qui est illégal, était utilisé par la police judiciaire avec l'accord de votre directeur adjoint de cabinet. C'est normal? C'est faux. Pendant quelques semaines, il y a eu un dispositif qui n'était pas légal et qui a été utilisé et nous y avons mis fin. Le journal Le Monde a révélé que le directeur de la PJ de Paris, Christian Flech, a téléphoné à Brice Hortefeux pour l'informer qu'il allait être entendu comme témoin par un juge et non pour les policiers. Est-ce que pour vous c'est un scandale ou un délit de sa part? Christian Flech, qui est le directeur de la PJ parisienne, est un grand flic. C'est un très grand professionnel. Ça fait 6 ans et demi qu'il est à la tête de la PJ. Donc il est par ailleurs normal qu'à un moment ou l'autre, il soit remplacé. Ça va être le cas parce qu'il y a une question de succession dans les 15 à 20 jours qui viennent. Mais est-ce qu'on assiste en ce moment, dans la hiérarchie policière, à des manipulations, à des règlements de compte pour permettre à tel ou tel, peut-être plus proche de vous, d'arriver au pouvoir? Non, et comment éviter la politisation de la police? Ça a été pendant des années une certaine conception de la politisation de la police. Ça n'est évidemment absolument pas ma règle. C'est même une question d'éthique. Il faut choisir des hommes ou des femmes à la tête de la police ou de la gendarmerie, qui est d'abord les compétences. Christian Flech sera remplacé dans les heures ou dans les jours qui viennent. Je regrette qu'il ait commis cette faute, parce que c'est une faute de déontologie, que d'avoir ainsi informé un ancien ministre de l'Intérieur dans les conditions que vous rappeliez. Le choix est fait. Il dit par courtoisie. Le choix est fait. Le choix est fait, bien sûr. Il paraît que c'est une femme? Non, mais là vous êtes en train de confondre deux choses. La direction centrale de la police judiciaire, et il y aura aujourd'hui une nomination en Conseil des ministres, et ce Conseil des ministres de procéder à cette nomination. Et puis il y a la décision de changer le directeur de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris. Ce choix est fait, mais ce n'est pas sur vos antennes, hélas, et je le regrette, et sans doute vous le regrettez, que je fais ces annonces. Marine Le Pen a dénoncé l'article 13 de la loi de programmation militaire dont on parlait tout à l'heure avec Thomas Soto. Elle affirme que l'État pourra écouter ce qui se dit sur Internet sans le contrôle d'un juge. Peut-être, l'argument officiel, c'est pour protéger les agents secrets et surtout pour mieux lutter contre le terrorisme. Mais on a le sentiment que tous les documents, les textes, les vidéos, les photos d'un citoyen normal vont être surveillés
sans contrôle. Il est cocasse d'ailleurs de voir Marine Le Pen et l'extrême droite se préoccuper de nos libertés fondamentales. Et si on suivait d'ailleurs leur position, telle que je l'ai entendue, cela affaiblirait nos capacités de renseignement. Nous avons parlé de terrorisme, nous avons parlé de trafic de drogue, donc nous avons besoin de moyens pour lutter contre ces phénomènes. Et sur le fond, la loi de programmation militaire ne fait que reprendre un dispositif validé en 2006 par le Conseil constitutionnel pour la lutte antiterroriste. Ce texte impose une autorisation préalable, délivrée par une autorité indépendante. Mais est-ce que vous allez nous surveiller, nous les citoyens, beaucoup plus facilement? Et vous connaissez la sous position, le prétexte de lutter contre vous connaissez les la terroristes. position de la France concernant l'espionnage dont nous aurions été victimes de la part des Américains. Ce n'est pas pour reproduire les mêmes phénomènes chez nous. En revanche, nous avons besoin de moyens modernes face au terrorisme, face à une délinquance qui, elle, épouse les nouveaux moyens technologiques. Donc nous avons besoin aussi de lutter avec des armes légales dans le cadre de notre droit. Et croyez-moi, moi, ministre de l'Intérieur, et avec la volonté du président de la République et du Premier ministre de s'attaquer à ces phénomènes de délinquance, nous ne faiblirons jamais, nous utiliserons tous les moyens légaux pour lutter contre toutes les formes de violence. Moi, ministre de l'Intérieur, moi, Manuel Valls, moi... Ne vous laissez pas emporter, Jean-Pierre Elkabbach. Je rappelle tout Il simplement ne l'a dit quel est notre engagement. Merci. Mais c'est une belle référence par ailleurs. Ben, évidemment, et on voit où ça a mené. Ah, saluons le président de la République et son courage. Merci Manuel Valls. C'est vous qui pensez trop, Jean-Pierre Elkabbach. Vous nous confirmez donc que c'est Mireille Ballestrazy qui sera directrice centrale de la police judiciaire ce Confirmez, matin. attendez le Conseil des ministres. Mais c'est le nom qui sortira. Attendez le Conseil Mais des vous n'avez ministres. pas dit une femme, c'est possible. Mais une femme, c'est possible partout, et parce que nous avons besoin de très grands policiers à la tête de la police, et il y a des femmes de très grande Bravo, qualité, Mireille. mais soyez patients. C'est donc une information Europe 1 qui sera confirmée par le Conseil des ministres. Mireille Ballestrazy sera la prochaine directrice centrale de la police judiciaire en remplacement de Christian Lotion. Demain, Jean-Pierre, Silvio Berlusconi sera l'invité exceptionnel d'Europe 1 On à va 8h20. enregistrer à Rome, après tous ces procès, est-ce qu'il a été éliminé en fin de la vie politique? Il n'a pas fini de se battre pour les prochaines élections à la tête de son parti. Berlusconi est-il politiquement mort ou encore un peu vivant? On verra ça demain matin. Merci.